Ce jour où son mari a déposé sa valise sur le trottoir sans un regard pour elle, il lui restait 500 € en poche et plus un seul compte à son nom. Son chien attendait déjà dans la voiture, couché sur la banquette arrière. Il ne s'est pas agité quand elle laisse monter, comme s'il savait depuis longtemps que cette journée se terminerait ainsi. On lui a proposé pour le prix d'un simple repas une ruine noircie que tout un village évitait du regard, une façade calcinée et le soulagement à peine caché d'un notaire pressé de clore un dossier maudit. Des pierres brûlées et rien d'autre, disait-on. Tant mieux pour elle. Mais sous ces cendres dont personne ne voulait, son chien a flairé quelque chose qu'elle n'entendait pas encore. Et ce qu'elle a découvert dans le noir d'une cabine oubliée a bouleversé le sens de toute une existence. Pas seulement la sienne. Si vous savez ce que c'est que de tenir debout quand plus rien ne vous y pousse, cette histoire vous est destinée. Restez jusqu'au bout, abonnez-vous et confiez-moi en commentaire. Quelle est la chose que la vie n'a jamais réussi à vous arracher? Ce matin-là, le ciel était gris comme une eau de vaisselle, et ma valise attendait déjà sur le trottoir quand je suis descendu. Laurent l'avait posée là, bien droite, les poignets alignés, comme on pose un objet dont on ne veut plus déranger l'ordre. Il n'a pas dit un mot. Il a regardé sa montre, puis moi, puis la valise, comme si ces trois choses appartenaient à la même catégorie. Des choses dont il fallait se débarrasser avant midi. Je vous raconte cette histoire aujourd'hui parce qu'elle a changé ma vie plus que je n'aurais jamais cru possible. Mais ce matin-là, je ne savais rien encore. Je savais seulement que l'appartement était à son nom, que les comptes venaient d'être coupés dans la nuit, sans un mot, et qu'il me restait ma vieille voiture, environ 500 € dans mon porte-monnaie, et Pagnol assis sagement à mes pieds. Tu comprends bien que je ne peux pas faire autrement, a-t-il fini par dire, comme s'il m'expliquait une formalité administrative. Je me souviens très précisément du jour où je l'avais rencontré, 12 ans plus tôt. J'avais 20 ans, j'étais serveuse dans un restaurant du centre-ville, et il était venu là avec des collègues, en costume, parlant fort et riant peu. Il m'avait trouvé jolie, disait-il, et surtout, facile à vivre. Avec le recul, je comprends que c'était déjà tout dit dans ces trois mots. Il cherchait quelqu'un qui ne ferait pas de vagues. Et pendant des années, j'ai été exactement cela. Une femme qui ne fait pas de vagues. Je n'ai pas répondu. Je n'avais plus la force de répondre. 12 ans, j'avais donné à cet homme. 12 ans à dire oui. Oui pour le canapé qu'il voulait. Oui pour les amis qu'il fallait recevoir le samedi. Oui pour le travail que j'avais fini par abandonner parce que ça l'arrangeait mieux ainsi. Oui pour tout ce qui, avec le temps, avait rétréci ma vie jusqu'à n'en faire plus qu'une pièce vide. Je m'étais effacé si doucement que je n'avais même pas remarqué le moment exact où j'avais disparu. Et puis un jour, je ne sais plus très bien pourquoi j'ai dit non. Un petit non pour une broutille, un dîner que je ne voulais pas donner à des gens qui ne m'avaient jamais regardé. Et j'ai vu ce jour-là, dans ses yeux, que je venais de devenir encombrante. Pagnol, c'est mon chien. Un croisé de border collie, une oreille déchirée depuis un accrochage avec un autre chien quand il était jeune. Le poil qui grisonne déjà autour du museau. Je l'avais recueilli 7 ans plus tôt. Un chiot abandonné trouvé sur le bas-côté d'une départementale, trempé, tremblant, à moitié mort de faim. Laurent avait accepté qu'on le garde, à l'époque, à condition qu'il reste à sa place, c'est-à-dire nulle part vraiment, ni sur le canapé, ni dans la chambre, ni dans nos vies véritablement. Il disait qu'un chien dans un appartement comme le nôtre, avec ce parquet-là et ces tapis-là, c'était vulgaire. Ce matin-là, en le sentant contre ma jambe, je me suis dit que c'était la seule chose qu'on ne m'avait pas prise. La seule créature qui me regardait encore comme si j'existais vraiment, comme si j'avais encore de la valeur. Je suis monté dans la voiture avec ma valise et mon chien, et je suis resté un moment sans bouger, les mains sur le volant, à regarder la façade de l'immeuble où j'avais vécu 12 années de ma vie. Les rideaux du salon, que j'avais choisis moi-même un dimanche d'automne, bougèrent encore un peu derrière la vitre. Je me demandais si c'était le vent ou si c'était lui qui me regardait partir. Et puis un souvenir est remonté, comme il le faisait parfois, vers une région où je n'avais, à ma connaissance, jamais mis les pieds de ma vie d'adulte. Pagnol, assis sur le siège passager, le museau collé à la vitre entr'ouverte,
humait l'air avec une attention qui ne lui ressemblait pas d'habitude. On aurait dit qu'il savait quelque chose que j'ignorais encore, quelque chose qui l'attirait vers l'avant comme une odeur qu'on ne peut ignorer. La route a monté, s'est resserrée entre des murets de pierres sèches. Les platanes ont laissé place à des châtaigniers, puis à des pentes rocailleuses couvertes de bruyères. Les villages devenaient plus petits, plus silencieux, avec des places désertes à l'heure où ailleurs, tout le monde aurait été dehors. Et puis, en fin d'après-midi, la lumière déjà rasante et dorée, j'ai vu un panneau à moitié effacé par les intempéries. Le nom d'un village que je ne connaissais pas et qui pourtant m'a serré la poitrine, d'une manière que je ne saurais pas expliquer. Comme un nom qu'on aurait murmuré à mon oreille dans une langue oubliée, j'ai ralenti. Et au bout de la rue principale, derrière les platanes d'une place, j'ai aperçu une façade noircie par le feu, avec de grandes lettres à moitié effacées au-dessus de la porte. Je n'arrivais pas encore à les lire depuis la voiture. Mais quelque chose, en moi, s'était mis à trembler, doucement, comme une corde qu'on pince sans la voir. Fontagnac ressemblait à tant d'autres villages des Cévennes que j'avais traversés ce jour-là. Les volets fermés à l'heure du goûter, les commerces à vendre avec leurs vitrines poussiéreuses, les trottoirs vides où seul un chat traversait, indifférent. Seule une haute cheminée d'usine, au loin, laissait échapper un mince filet de fumée grise contre le ciel du soir, preuve que quelque chose, quelque part dans ce village, vivait encore. Plus tard, j'apprendrai que c'était l'usine des ateliers Sarlat, le seul pouls encore battant du village, celui qui rythmait la vie de presque toutes les familles alentours. Je me suis garé sur la place du marché, sous les platanes dont les feuilles commençaient déjà à jaunir, et j'ai enfin pu lire les lettres à demi effacées sur la façade noircie. Le Rialto. Un cinéma. Un cinéma incendié à en juger par les traces noires qui montaient depuis les fenêtres du rez-de-chaussée jusqu'au toit, comme des larmes de suie figées pour toujours sur la pierre claire. Les vitres étaient brisées, la porte barrée d'une planche vermoulue, et sur cette planche, clouée de guingois, une pancarte. À vendre. 500 €. 500 €. Le prix d'un repas de fête pour ce que tout le village, visiblement, évitait de regarder en face. J'ai éteint le moteur. Pagnol a posé sa tête sur mes genoux, comme il le faisait toujours dans les moments où il sentait que j'avais besoin de lui. Et je suis resté là un long moment, dans le silence du soir qui tombait, à regarder cette ruine noircie comme on regarde un visage qu'on croit reconnaître sans pouvoir mettre un nom dessus. Je suis entré dans le café qui faisait l'angle de la place, parce que j'avais besoin d'un café chaud et d'un endroit où poser mes coudes sur une table. La patronne, une femme robuste d'une 60aine d'années, aux mains fortes et au regard vif, m'a servi sans poser de questions, avec cette gentillesse un peu bourrue des gens de la campagne. Mais quand j'ai demandé, presque par curiosité, ce qui s'était passé avec le cinéma en face, j'ai vu les conversations autour de moi ralentir, puis s'arrêter tout à fait, comme si j'avais prononcé un mot qu'on ne dit pas. Elle s'appelait Yvette. Elle m'a répondu d'une voix plus basse, presque comme si les murs eux-mêmes pouvaient l'entendre, que c'était une vieille histoire, que ça datait de 30 ans, et qu'il valait mieux, pour une jeune femme comme moi, passer son chemin et aller voir plus loin. Elle l'a dit gentiment, mais fermement. Comment on referme une porte sans la claquer, pour ne pas réveiller quelqu'un qui dort à l'étage. C'est mieux comme ça, croyez-moi, a-t-elle ajouté en essuyant le comptoir, sans me regarder. Autour de moi, dans ce café qui sentait le café justement, mais aussi la cire des vieilles tables de bois et un peu le tabac froid, j'ai observé les quelques clients présents à cette heure. 2 hommes âgés jouant aux cartes près de la fenêtre, une femme seule qui tricotait en silence, un adolescent qui faisait ses devoirs sur un coin de table en attendant sa mère. Une horloge murale égrenait les secondes avec un tic-tac un peu fatigué. Par la vitre, je voyais la place déserte, les platanes, et au fond, la façade noircie du Rialto qui semblait, même de loin, attirer tous les regards sans qu'aucun ne s'y attarde vraiment. Fontagnac, j'allais l'apprendre dans les jours suivants, avait connu des heures bien plus vivantes. Le boulanger m'a raconté, sans que je lui demande rien, qu'il y avait eu jusqu'à 3 écoles dans la vallée, une gare aujourd'hui fermée depuis 20 ans, des ateliers de couture qui employaient des dizaines de femmes avant que tout ne se concentre, peu à peu, dans la seule usine des Sarlat.
Les jeunes partaient étudier à la ville et n'en revenaient jamais, disait-il, en haussant les épaules, avec cette résignation douce des gens qui ont vu leur monde rétrécir sans avoir eu leur mot à dire. J'aurais dû l'écouter. J'aurais dû reprendre la route le lendemain matin, chercher du travail dans une ville plus grande, refaire ma vie ailleurs, loin de tout ce que je venais de perdre. C'est ce que tout le monde m'aurait conseillé. C'est ce que Laurent lui-même m'aurait dit, avec ce ton qu'il prenait quand il pensait avoir toujours raison sur tout. Mais cette nuit-là, dans la chambre d'hôtel bon marché que j'avais louée à l'entrée du village, au-dessus d'un garage fermé, je n'ai pas pu dormir. Je pensais à cette façade noircie, à ce prix dérisoire, à cette odeur de pellicule chaude qui hantait mes souvenirs d'enfance, sans jamais se laisser attraper tout à fait. Pagnol, couché au pied du lit, respirait lentement, et son calme, curieusement, me rassurait. Et le lendemain matin, sans vraiment me l'expliquer à moi-même, je suis allé voir le notaire du village. Il s'appelait Maître Lefebvre, un homme d'une 60aine d'années, aux gestes lents et au regard fuyant, installé dans une étude sombre qui sentait la cire et le vieux papier. Quand je lui ai dit que je voulais acheter le Rialto, il n'a pas cherché à me convaincre du contraire, ce qui, avec le recul, aurait dû m'alerter davantage. Il a plutôt eu l'air soulagé, comme un homme qui se débarrasse enfin d'un dossier qui lui pesait depuis trop longtemps sur la conscience. Il a fait glisser les papiers vers moi presque avec précipitation, tapotant du doigt une clause en particulier, qu'il m'a fait relire 2 fois. Le bien était vendu en l'état, contenu compris. Je n'y ai pas prêté grande attention ce jour-là. Je pensais que cela signifiait simplement que je récupérerais quelques vieux fauteuils calcinés et des gravats sans valeur. J'ai signé avec les 500 € qui me restaient, comme on saute dans le vide sans savoir ce qu'il y a en bas. Pour la première fois depuis des années, j'avais fait un choix qui n'appartenait qu'à moi, un choix que personne ne m'avait soufflé. En sortant de l'étude du notaire, la clé du Rialto au creux de la main, je suis retourné devant la façade noircie. J'ai poussé la lourde porte d'entrée, celle qui grinçait sur ses gonds rouillés comme si elle protestait qu'on la dérange après tant d'années de silence. Et là, sur le seuil, une sensation étrange m'a traversé. L'impression fugace d'être déjà venu ici, enfant, dans une autre vie que je n'aurais pas vécue moi-même. Le hall en ruine s'étendait devant moi, l'odeur de cendres froides mêlée à quelque chose de plus ancien, de plus doux, presque comme un parfum de pellicule qui aurait survécu au feu, tapi dans les murs. Pagnol, qui m'avait suivi jusque-là sans hésiter, s'est arrêté net sur le seuil. Il a planté ses pattes dans la poussière, les oreilles couchées, un grondement sourd remontant de sa gorge, les yeux fixés vers le fond de la salle obscure. Il refusait d'entrer. Lui qui n'avait jamais eu peur de rien, pas même des orages d'été qui le faisaient d'ordinaire à peine frémir, restait figé devant cette porte comme s'il sentait, au fond de cette ruine noircie, quelque chose que moi je ne pouvais pas encore percevoir. Un panneau à demi calciné pendait au-dessus de moi, se balançant doucement dans le courant d'air. Un panneau à moitié effacé, plus loin sur la route, et maintenant cette façade noircie devant si. Nettoyer, dégager, comprendre ce que j'avais réellement acheté avec mes 500 €. Chaque nuit, pourtant, Pagnol s'obstinait à gratter le même mur tout au fond de la salle, sous ce qui avait dû être l'ancienne cabine de projection. Cette partie du bâtiment, protégée par une porte coupe-feu restée miraculeusement intacte, avait été bien moins touchée par l'incendie que le reste. Au bout de la 3e nuit, agacé par ce grattement incessant qui m'empêchait de trouver le peu de sommeil possible, je me suis levé avec une lampe torche pour voir ce qui obsédait tant mon chien. Derrière une plaque de plâtre descellée par la chaleur du feu, j'ai découvert une petite alcôve murée, comme une cachette que quelqu'un aurait aménagée avec soin. Et dans cette alcôve, un trésor oublié, des dizaines de bobines de films, soigneusement rangées, certaines encore dans leur boîte métallique d'origine, avec des étiquettes jaunies indiquant des titres de films régionaux, des actualités d'époque, des séances de fêtes foraines filmées par on ne sait quel amateur passionné d'un autre temps. L'odeur, dans cette alcôve close depuis 30 ans, était étonnamment intacte. Une odeur de vieille pellicule, un peu acide, un peu sucrée, exactement celle de mon souvenir d'enfance. Et à l'écart des autres, caché derrière une poutre basse,
une boîte métallique différente. Plus petite, scellée à la main avec du ruban adhésif noirci par le temps, presque cassant sous mes doigts. J'ai ouvert cette boîte avec des mains qui tremblaient, sans que je sache pourquoi. À l'intérieur, une seule bobine de pellicule et un mot griffonné sur un morceau de papier jauni, d'une écriture nerveuse, pressée, « Ne jamais projeter ». Je suis resté longtemps assise par terre, cette boîte sur les genoux, à me demander ce qu'elle pouvait bien contenir pour que quelqu'un ait pris la peine de la sceller ainsi, de la cacher loin des autres, derrière une poutre, dans une alcôve murée. Puis, en rangeant les étagères poussiéreuses autour de l'alcôve, mes doigts ont rencontré un objet plus petit, glissé entre deux planches. Un vieux carnet de cuir, les pages gondolées par l'humidité des années. Un carnet de projectionniste, avec des colonnes de dates, de titres de films, de numéros de séances, toute une vie de travail consignée avec application. Et sur la première page, un prénom écrit à l'encre presque effacée. Un prénom que je ne connaissais pas et qui pourtant, en le lisant, a fait battre mon cœur d'une manière étrange, comme si je le connaissais depuis toujours sans jamais l'avoir entendu prononcer. Rosa. Je suis resté là, dans la poussière et les cendres, ce prénom sous les yeux, sans comprendre pourquoi il me bouleversait à ce point. Dehors, le jour se levait sur Fontagnac, sur son usine qui fumait déjà à 7 heures, sur son silence de village qui s'éteint doucement. Et moi, dans les décombres du Rialto, je venais de trouver le premier fil d'une histoire que je ne soupçonnais pas encore être la mienne, tout entière. Les jours qui ont suivi, je n'ai plus dormi de la même façon. Je gardais le carnet sous mon oreiller, comme une enfant garde une lettre qu'elle n'ose pas. Un habitant du village, un maçon à la retraite du nom de Marcel, s'était pris d'affection pour cette drôle d'entreprise et venait parfois me donner un coup de main gratuitement, l'après-midi, quand ses jambes le lui permettaient. C'est lui qui m'a appris à consolider les poutres du plafond sans tout faire s'effondrer, et qui m'a raconté, sans trop y prêter attention lui-même, que son père avait connu le Rialto dans sa splendeur, avant l'incendie, quand on faisait la queue jusqu'au coin de la place les soirs de nouveautés. On dansait même parfois, après la séance, sur cette place, m'a-t-il dit un jour, en tapant sa truelle contre le mur, pour en faire tomber le mortier sec. Oh, c'était une autre vie. Je l'écoutais sans trop oser poser de questions sur l'incendie lui-même. Une sorte de prudence, ou peut-être déjà un pressentiment, m'empêchait de trop insister. Mais chaque petite phrase glanée ici ou là, chaque silence gêné quand je prononçais le nom du cinéma, ajoutait une pierre de plus à l'édifice de mystère qui se construisait, malgré moi, tout autour de cette bâtisse noircie. C'est Yvette, quelques jours plus tard, qui m'a parlé pour la première fois d'aimer aussi. J'étais retourné au café pour acheter du pain et un peu de fromage, épuisé par des nuits de nettoyage. Et je lui ai montré le carnet trouvé dans l'alcôve, en lui demandant si elle connaissait ce prénom. Rosa, écrit sur la première page. Son visage s'est fermé un instant, puis elle a soupiré, comme quelqu'un qui renonce à cacher plus longtemps une évidence trop lourde. Elle m'a parlé d'un vieil homme qui vivait seul, au-dessus du village, dans une bergerie isolée accrochée aux pentes. Aimé Rossi. L'ancien propriétaire du Rialto, disait-on, avant l'incendie. Depuis 30 ans, il vivait reclus, et la plupart des gens du village le croyaient parti ou mort. Tant on ne le voyait plus jamais descendre au village, même pour le pain. J'ai marché près d'1 heure sur un sentier caillouteux bordé de genêts pour trouver sa bergerie. Pagnol trottant devant moi comme s'il connaissait déjà le chemin, la truffe au sol. Quand j'ai frappé à sa porte, un vieil homme m'a ouvert méfiant, le visage buriné par des années de solitude et de plein air. Il a d'abord voulu refermer la porte. Puis il s'est arrêté, m'a regardé plus longuement, dans la lumière crue de l'après-midi, et son visage a changé du tout au tout. Il a porté une main tremblante à sa bouche, et j'ai vu ses yeux se remplir de larmes. « Rosa » a-t-il murmuré, comme si un fantôme venait de se tenir devant lui sur le pas de sa propre porte. Il a compris qui j'étais avant même que je ne prononce mon propre nom. Il m'a fait entrer, m'a assise devant un feu de cheminée qui crépitait doucement, et m'a raconté d'une voix qui se brisait par moments une vérité que j'ignorais depuis toujours. Ma mère, Rosa, avait été la projectionniste du Rialto, et elle était morte dans l'incendie qui avait détruit le cinéma, 30 ans plus tôt, restée à l'intérieur pour tenter de sauver les bobines de l'archive qu'elle bastait tant.
Je n'avais jamais connu ma mère. On m'avait dit, enfant, qu'elle était partie, qu'elle ne voulait pas de moi sans jamais depuis des semaines. Votre mère fermait la cabine, comme tous les soirs, quand elle a senti une odeur bizarre, une odeur de solvant, disait-elle plus tard à ceux qui l'ont entendu crier. Elle s'est redescendue en courant pour évacuer la salle. Tout le monde est sorti. Tout le monde, sauf elle. Il s'est arrêté, la gorge nouée, avant de continuer d'une voix presque inaudible. Elle est repartir à l'intérieur. Les pompiers ont dit qu'elle avait dû croire qu'elle avait le temps de sauver l'archive, sa vie de travail, tout ce qu'elle avait rassemblé pendant des années. Le toit de la cabine s'est effondré avant qu'elle ne ressorte. On ne l'a jamais revue vivante. J'ai serré mes mains l'une contre l'autre pour ne pas trembler, mais les larmes, elles, ne se sont pas arrêtées. Aimé s'est tu un long moment, le regard perdu dans le feu, ses mains noueuses posées sur ses genoux. Puis il a ajouté, à voix basse, presque effrayé de ses propres mots, que cet incendie n'avait peut-être pas été un accident, qu'il y avait des choses qu'il n'avait jamais dites à personne, en 30 ans. Mais aussitôt, comme s'il regrettait déjà d'être allé si loin, il s'est refermé, secouant la tête, refusant d'en dire davantage, les lèvres serrées sur un secret trop lourd pour être partagé en une seule après-midi. « Pas aujourd'hui », a-t-il dit simplement. « Une autre fois, peut-être. » Il m'a raconté, malgré tout, ce jour-là, quelques bribes plus douces. Il avait engagé Rosa comme projectionniste au début des années où il tenait lui-même le Rialto, quand elle n'était encore qu'une jeune femme arrivée on ne sait d'où, sans famille connue dans la région, cherchant du travail. Elle avait un don, disait-il, un vrai don pour la pellicule, pour deviner exactement à quel moment changer de bobine, sans que le public ne remarque jamais la coupure, pour redonner vie aux films les plus abîmés avec 3 fois rien. Elle passait ses journées dans la cabine, entourée de ses bobines comme d'autres s'entourent de leurs enfants. Et le soir, elle rentrait dans une petite maison en location au bout de la rue, seule avec sa fille. « Vous, a-t-il ajouté, la voix soudain plus rauque, vous couriez partout sur cette place avant même de savoir marcher droit. Tout le village vous connaissait. Et puis, après le feu... » Il s'est arrêté, incapable de finir sa phrase, les yeux à nouveau brillants. « On m'a dit qu'on vous avait emmené loin d'ici. Une tante, peut-être, du côté de votre père. Je n'ai jamais su où. J'ai cherché au début. Puis j'ai eu peur de ce que je pourrais trouver, et j'ai arrêté de chercher. J'ai eu honte de ça toute ma vie. En repartant, alors que le soir tombait sur les collines, j'ai remarqué sur une étagère près de la cheminée une photographie encadrée, jaunie par les années. Une jeune femme souriante, tenant dans ses bras un bébé emmailloté. Rosa et moi. Et la preuve qu'Aimé l'avait connu, et qu'il n'avait jamais, en 30 ans, cessé de veiller sur moi de loin, sans jamais oser se montrer ni s'expliquer. Je suis redescendu vers Fontagnac dans la nuit tombante, le cœur lourd de tout ce que je venais d'apprendre. Pagnol trottant fidèlement à mes côtés sur le sentier caillouteux. Le Rialto m'attendait, noir et silencieux sur la place, mais désormais il n'était plus seulement un cinéma incendié que j'avais acheté par hasard un jour de désespoir. C'était le dernier endroit où ma mère avait vécu, où elle avait travaillé, où elle était morte. Et j'avais bien l'intention, dès cette nuit-là, de comprendre pourquoi. Les semaines suivantes, j'ai continué à nettoyer, à réparer ce qui pouvait l'être, mais avec un sens nouveau qui me portait chaque matin hors du lit malgré la fatigue. Il fallait que je fasse revivre ce lieu, ne serait-ce que pour honorer la mémoire de cette femme que je n'avais jamais connue mais qui, désormais, habitait chaque pierre de cette bâtisse, chaque recoin, chaque odeur de cendres et de bois brûlé. L'argent manquait cruellement. J'avais dépensé mes derniers sous dans l'achat, et il fallait bien manger, entretenir la voiture, nourrir Pagnol qui, lui, ne demandait jamais rien, mais avait tout de même besoin de croquettes. C'est Théo qui a eu l'idée, un jeune homme d'une 20aine d'années, cinéphile passionné, que j'avais croisé plusieurs fois en train de rôder autour du Rialto, avec une curiosité non dissimulée, le nez collé aux vitres brisées. Il m'a proposé d'organiser une séance de cinéma en plein air sur la place, avec un vieux projecteur qu'il avait retrouvé dans un grenier familial et l'une des bobines de l'archive. Un film régional inoffensif tourné dans les années 60, des images de fenaison et de fêtes votives.
Les gens ont juste oublié qu'ils aimaient ça, m'a-t-il dit avec cette assurance tranquille des jeunes gens qui n'ont pas encore appris à douter d'eux-mêmes. Nous avons tendu un drap blanc entre deux platanes, installé quelques chaises empruntées ici et là, et le soir venu, presque timidement, les habitants de Fontagnac ont commencé à sortir de chez eux. Yvette est arrivée la première avec des thermos de café et des gâteaux secs, comme si elle n'attendait que ce prétexte. D'autres ont apporté des chaises pliantes, des couvertures pour les épaules. Et pour la première fois depuis longtemps, sur cette place qui semblait éteinte depuis des années, j'ai entendu des rires, des conversations à mi-voix, le bruissement d'un village qui se souvient de ce que c'était que de vivre ensemble, le soir, sous les étoiles. Ce fut le début d'un petit miracle, discret mais tenace. Les séances se sont répétées, chaque semaine, puis plus souvent encore, dès que le temps le permettait. Les billets, modestes, permettaient tout juste de couvrir l'essence du groupe électrogène et quelques réparations urgentes. Mais surtout, en manipulant ces vieilles bobines fragiles avec Théo, en apprenant à les nettoyer, à réparer les perforations déchirées, à restaurer patiemment des images abîmées par le temps et l'humidité, j'ai découvert que j'avais un don. Mes mains savaient ne faire ce que mon esprit ignorait encore quelques semaines plus tôt. C'était comme si quelque chose, en moi, se souvenait des gestes de ma mère, transmis sans un mot à travers le sang et le temps. Je me souviens en particulier d'un soir de la 3e ou 4e séance, où un vieil homme que je ne connaissais pas encore s'est approché de moi après la projection, le chapeau à la main, presque intimidé. Il m'a dit qu'il n'était pas venu sur cette place depuis la mort de sa femme, 10 ans plus tôt, parce que trop de souvenirs y étaient attachés. Mais qu'il avait entendu dire, par sa petite fille, qu'on projetait de nouveau des films, comme autrefois, et qu'il avait eu envie de venir voir. Il était reparti sans rien ajouter de plus, mais il est revenu la semaine suivante, puis celle d'après, toujours à la même place, sur la même chaise, comme s'il reprenait doucement une habitude perdue. C'est ainsi, par petites touches, que le Rialto a commencé à retisser ce que 30 années de silence avaient défait. Théo apprenait vite. Au bout de quelques semaines, il savait déjà recharger seul le projecteur, gérer les changements de bobines sans que je doive intervenir, et il avait même commencé, de sa propre initiative, à noter dans un cahier les films que les habitants réclamèrent le plus, pour orienter nos futures séances. Yvette, de son côté, avait fini par installer une petite buvette permanente à côté de l'écran, vendant crêpes et limonades maison, et cette buvette était devenue, sans qu'on l'ait vraiment décidé, un second cœur battant de la place, juste à côté du premier. Pour la première fois depuis mon arrivée, le village me regardait autrement. Je n'étais plus l'étrangère venue de nulle part pour acheter une ruine maudite avec un billet de 500 €. J'étais devenu, disait-on avec un sourire un peu moqueur mais chaleureux, en passant devant le café d'Yvette, la petite qui rallume le Rialto. C'est un soir de projection, alors que la place bruissait de rires et que l'écran improvisé projetait la lumière tremblante d'un vieux film, qu'une berline noire s'est arrêtée au fond de la place. Moteur tournant, phares éteints. Un vieil homme que je ne connaissais pas encore a observé la scène depuis la vitre entr'ouverte, sans descendre, le visage impassible dans la pénombre de l'habitacle. Puis, au bout de quelques minutes qui m'ont semblé très longues, la voiture est repartie, aussi silencieusement qu'elle était venue, avalée par la nuit. Yvette, à mes côtés, avait blêmi. Elle a serré mon bras si fort que j'en ai gardé la marque et j'ai vu dans ses yeux une peur que je ne lui connaissais pas encore, elle qui semblait pourtant ne craindre personne. « Les Sarlat » a-t-elle murmuré, comme on prononce un nom qu'on préférerait ne jamais avoir à dire. Je ne savais pas encore ce soir-là ce que ce nom allait signifier pour moi. Je ne savais pas que je venais de croiser, sans le savoir, l'homme qui avait mis le feu au Rialto 30 ans plus tôt et qui, en me voyant réveiller ce lieu qu'il croyait enterré pour toujours sous les cendres, venait de sentir une menace qu'il n'avait plus ressentie depuis des décennies de silence tranquille. Yvette m'a expliqué ce soir-là, autour d'un dernier café servi après le départ des derniers spectateurs, qui étaient vraiment les Sarlat. Gérard Sarlat, un homme de 75 ans, ancien maire de Fontagnac pendant plus de 20 ans, patriarche des ateliers Sarlat, l'usine textile qui faisait vivre, encore aujourd'hui, la moitié du village. Un homme respecté, craint, habitué depuis toujours à ce que Fontagnac lui obéisse sans jamais discuter, comme un roi tranquille sur son petit royaume de pierre.
Il a fait la pluie et le beau temps ici pendant 40 ans, a soufflé Yvette en essuyant les tables vides. On ne dit pas non à un sarlate à Fontagnac. Pas depuis que je suis né. Elle m'a raconté ce qu'elle savait de lui, par bribes, comme on raconte quelque chose qu'on préférerait oublier. Gérard Sarlat avait hérité l'usine de son propre père dans les années 60, à une époque où Fontagnac comptait encore 3 épiceries, une école à 2 classes et des rues pleines d'enfants le mercredi après-midi. Il avait fait tourner les ateliers Sarlat avec une poigne de fer, embauchant la moitié des familles du village, licenciant l'autre moitié quand il le fallait, prêtant de l'argent aux uns, refusant de le faire aux autres, décidant qui pourrait agrandir sa maison et qui devrait rester dans sa grange. Il avait été maire pendant 22 ans, non pas parce qu'on l'aimait, disait Yvette, mais parce que personne n'avait jamais osé se présenter contre lui. Ce n'est pas un méchant homme comme dans les films, a précisé Yvette presque à contre-cœur. Il a fait vivre ce village quand d'autres l'auraient pas laissé mourir. Mais il a aussi décidé, une bonne fois pour toutes, que ce village lui appartenait. Et un homme comme ça, quand on touche à ce qu'il croit être à lui, il ne discute pas, il agit. Ce que j'ignorais encore, c'est que Gérard Sarlat, en apprenant que j'avais récupéré le contenu de la cabine de projection du Rialto, et peut-être bien plus encore, venait de comprendre qu'une vieille menace, enterrée depuis 30 ans sous les cendres et le silence, était en train de renaître au grand jour. Il n'est pas venu me voir lui-même, bien sûr. Un homme comme lui ne se dérange pas pour une inconnue et son cinéma en ruine. Il a fait pression sur son fils, Étienne, l'actuel maire de Fontagnac, un homme d'une 50aine d'années, au visage fatigué, aux épaules un peu voûtées, qui vivait depuis toujours dans l'ombre immense de son père. Du jour au lendemain, sans explication officielle claire, la mairie a bloqué le permis dont j'avais besoin pour rouvrir légalement le cinéma au public, invoquant des normes de sécurité qu'on n'avait jamais mentionnées auparavant, ni pour les séances en plein air, ni pour rien d'autre. J'avais reçu un matin un courrier officiel de la mairie, tamponné et signé, m'informant que l'ouverture au public du Rialto nécessitait une mise aux normes de sécurité incendie complète, avec un délai de travaux estimé à plusieurs mois et un coût que je n'avais tout simplement pas les moyens de payer. J'avais relu cette lettre 3 fois, assise sur les marches du hall, sentant la colère et le découragement monter en moi à parts égales. Rien dans ce courrier n'était faux à proprement parler, mais rien non plus n'expliquait pourquoi ces normes n'avaient jamais été mentionnées auparavant, ni pourquoi elles tombaient précisément maintenant, après des mois de séances organisées sans que personne, à la mairie, n'ait jamais rien trouvé à y redire. Étienne est qui est venu me voir un soir, discrètement, après la fermeture de la nuit. Je vous dis juste de faire attention. Ce soir-là, en rentrant, troublé par cette visite étrange, j'ai ressorti le carnet de Rosa que je gardais désormais précieusement dans un tiroir de la cabine de projection, comme une relique. Je l'avais déjà feuilleté plusieurs fois sans trouver grand-chose au-delà de dates et de titres de films soigneusement consignés. Mais cette fois, en tournant les dernières pages, celle de la dernière semaine avant sa mort, une phrase, écrite d'une main plus nerveuse que les autres, presque tremblée, m'a glacé jusqu'aux os. « Il va y avoir un incendie. Je l'ai filmé. » Je suis resté assise longtemps, ce carnet ouvert sur les genoux dans le silence de la cabine de projection, à relire ces mots encore et encore, comme si je pouvais, à force de les fixer, en tirer davantage de sens qu'ils n'en donnaient. Ma mère avait su. Elle avait su que quelque chose allait brûler, et elle l'avait filmé, avec la caméra qu'elle utilisait sans doute pour les actualités locales. La bobine scellée, celle marquée « Ne jamais projeter », n'était donc pas un simple film oublié parmi tant d'autres. C'était une preuve. Et quelqu'un, à Fontagnac, avait fait en sorte, pendant 30 longues années, que cette preuve ne voit jamais le jour. La rumeur, à Fontagnac, s'est mise à enfler comme une eau qui monte lentement, sans qu'on sache d'où vient exactement la source, savamment distillée de bouche à oreille. On disait que je rouvrais de vieilles plaies inutilement, que je salissais, par pure ambition ou par bêtise, une famille qui nourrissait tout le bourg depuis des générations grâce à son usine. Personne ne pouvait dire d'où venait précisément cette rumeur, mais elle avait la précision et la constance d'une chose savamment orchestrée par une main habile. Un à un, les soutiens qui m'avaient semblé acquis se sont retirés,
discrètement d'abord, puis plus ouvertement. Des habitants qui venaient religieusement à chaque séance ont commencé à trouver des excuses pour rester chez eux. Les chaises, sur la place, se sont vidées peu à peu, semaine après semaine, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'une poignée, serrées les unes contre les autres comme pour se donner du courage. Une vieille dame qui venait chaque samedi avec son tricot m'a croisé un matin devant la boulangerie et a traversé la rue pour ne pas avoir à me saluer. Le boulanger lui-même, qui m'avait pourtant offert un pain la première semaine, pour fêter la réouverture, a commencé à me servir sans un mot, le regard fixé sur sa caisse enregistreuse. On ne me criait pas dessus, on ne me menaçait pas. C'était pire. On m'effaçait, tout doucement, comme on efface un mauvais souvenir. Théo, mon fidèle bras droit, m'a avoué un soir, l'air gêné, les yeux baissés, que sa famille lui avait demandé de prendre ses distances. Son oncle travaillait aux ateliers Sarlat depuis 20 ans, et on lui avait fait comprendre, sans le dire ouvertement, que son emploi pourrait en pâtir si son neveu continuait à traîner autour de moi. « Je ne veux pas vous laisser tomber, » m'a-t-il dit, la voix cassée, presque honteux de lui-même. Mais mon oncle a 4 enfants. Je ne peux pas lui faire ça. Je n'ai pas pu lui en vouloir. Je crois même que je l'ai serré dans mes bras, ce soir-là, pour lui dire que je comprenais, même si, à l'intérieur, quelque chose s'effondrait un peu plus. Même Yvette, ma première et plus fidèle alliée, a commencé à hésiter, tiraillée entre son amitié sincère pour moi et la peur bien réelle de perdre sa clientèle habituelle. Ces mêmes hommes des ateliers Sarlat qui venaient boire leur café tous les matins avant l'embauche. Un soir pourtant, alors que je pensais avoir tout perdu jusqu'à la moindre once de fierté, Yvette était venue frapper à la porte du Rialto après la fermeture de son café. Une casserole encore chaude enveloppée dans un torchon entre les mains. Elle ne m'a rien dit de particulier. Elle a posé la casserole sur la seule table encore debout du hall, a servi 2 assiettes de soupe et s'est assise en face de moi sans un mot, comme pour me signifier que, malgré tout ce qu'on racontait dans le village, elle était encore là, ce soir-là du moins. « Je ne peux pas te promettre que je viendrai tous les jours, » m'a-t-elle dit enfin en évitant mon regard. J'ai ce café à faire tourner, et j'ai des habitués qui n'aiment pas trop me voir ici. Mais je ne t'oublie pas, Sabine, ne crois pas ça. Cette soupe partagée en silence ce soir-là m'a fait plus de bien que je n'aurais su le dire. C'était peu de choses en apparence, mais c'était aussi la preuve que tout n'était pas perdu, que quelque part, sous la peur et les rumeurs, un fil tenait encore entre le village et moi. Isolé malgré tout, à court d'argent, épuisé par des mois de travail sans relâche et de nuits trop courtes, j'ai fini par toucher le fond quelques jours plus tard. Une nuit assise seule dans le hall du Rialto, Pagnol couché contre mes jambes, sa chaleur le seul réconfort qui me restait, j'ai sérieusement envisagé de tout vendre, de reprendre la route, de recommencer ailleurs comme on me l'avait toujours conseillé depuis le premier jour. Peut-être, après tout, n'étais-je pas faite pour rester là où l'on ne voulait manifestement pas de moi. J'avais déjà vécu cela une fois avec Laurent. Peut-être Fontagnac n'était-il au fond qu'une répétition amère du même refus. Je me souviens d'un après-midi, en particulier, où j'ai failli tout arrêter bien avant cette nuit fatidique. J'étais assise dans la cabine de projection, en train de recoller une bobine pour la 100e fois peut-être, quand j'ai surpris mon propre reflet dans la vitre poussiéreuse. Les cheveux attachés à la va-vite, les mains tachées de produits chimiques, le visage tiré par la fatigue. Je ne me suis pas reconnu tout de suite. Et pourtant, malgré l'épuisement, malgré la peur qui montait chaque jour un peu plus, j'ai vu dans ce reflet quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. Une femme qui se tenait droite, seule, sans personne pour lui dire quoi faire. Cette pensée m'a accompagné les jours suivants comme un fil auquel je me raccrochais, même quand tout semblait vouloir m'en détacher. C'est cette nuit-là que Laurent a appelé comme s'il avait senti, à des centaines de kilomètres, le moment exact de ma plus grande fragilité. Sa voix, au téléphone, avait cette froideur calculée que je connaissais si bien, après 12 ans à l'entendre. Il avait entendu parler, disait-il, d'un vieux cinéma que j'aurais acheté dans les Cévennes. Il voulait savoir si c'était vrai. Si ça avait de la valeur, insistait-il, comme si c'était la seule question qui valait la peine d'être posée. Il ne s'inquiétait pas pour moi, pas une seconde. Il flairait, comme toujours, une occasion à saisir. « Tu sais, Sabine, avait-il ajouté,
de cette voix doucereuse qu'il prenait quand il voulait obtenir quelque chose. Si jamais tu as besoin d'un coup de main pour la revente ou pour trouver un investisseur sérieux, je connais du monde. On pourrait peut-être même en tirer quelque chose à trouver le moyen de revenir rôder autour de ce que j'avais construit seul, pierre par pierre. Ce soir-là, alors que je m'apprêtais presque à céder, à me dire que tout ceci ne menait décidément à rien de bon, Pagnol s'est dressé brusquement contre la porte du hall, tout son corps soudain tendu. Ses oreilles, celles qui étaient intactes, comme celles déchirées depuis longtemps, se sont dressées vers le fond du bâtiment, vers le Rialto obscur et silencieux qui dormait au-delà de la porte. Il avait senti quelque chose que je n'entendais pas encore. Un frisson m'a parcouru l'échine, sans raison apparente. Je n'aurais su dire pourquoi, mais j'ai su, en cet instant précis, que quelque chose se préparait cette nuit-là, quelque chose que je n'étais pas encore prête à affronter. Cette nuit-là, on a mis le feu au Rialto pour la seconde fois de son histoire. Je dormais dans l'arrière-salle, épuisé par des semaines d'inquiétude et de travail, quand une odeur âcre m'a arraché au sommeil bien plus tard que je n'aurais dû me réveiller. Si tant est qu'on puisse dire cela d'un incendie. La fumée avait déjà envahi le couloir, épaisse, opaque, brûlant la gorge et les yeux dès la première inspiration. Je ne voyais plus rien devant moi. Je ne savais plus où se trouvait la porte, où se trouvait le mur, où se trouvait la sortie que j'avais empruntée 1000 fois en plein jour, et qui, dans ce noir suffocant et brûlant, n'existait plus du tout. C'est Pagnol qui m'a sauvé cette nuit-là. Il a bondi sur le lit, m'a tiré par la manche de mon pyjama avec une force que je ne lui connaissais pas, aboyant, tirant, insistant sans relâche, alors que je titubais, désorienté, incapable de distinguer le haut du bas dans cette fumée noire. Il connaissait ce bâtiment mieux que moi, mieux que quiconque peut-être. Il m'a guidé à travers la fumée, changeant de direction plusieurs fois comme s'il évaluait, avec un instinct que je ne comprendrai sans doute jamais totalement, où le feu progressait le moins vite, où l'air restait encore un peu respirable. Au moment où je croyais que nous allions enfin sortir vers l'air libre, Pagnol s'est arrêté net, a tiré dans une autre direction, vers la cabine de projection protégée par sa porte coupe-feu, qui avait déjà tenu bon une fois. Dans un dernier réflexe, guidé par lui plus que par ma propre raison, qui s'était évaporée dans la panique, j'ai attrapé la boîte métallique posée sur l'étagère, celle qui contenait la bobine de ma mère, avant de ressortir, chancelante, dans l'air froid et piquant de la nuit. Pagnol venait de me sauver la vie. Et il venait de sauver, avec elle, la seule preuve que ma mère avait laissée derrière elle, 30 ans plus tôt. J'ai entendu, dans le vacarme du feu qui rugissait comme une bête vivante, un bruit de verre brisé au rez-de-chaussée, du côté du hall, bien avant que la fumée n'atteigne ma chambre. Sur le moment, dans ma panique, je n'y ai pas prêté attention. Ce n'est que bien plus tard, en y repensant des nuits durant, que j'ai compris que ce feu n'avait rien d'un accident électrique ou d'un mégot mal éteint. Quelqu'un était entré cette nuit-là, avait versé quelque chose, et était reparti avant que les premières de flammes ne s'élèvent. Les pompiers sont arrivés peu après, alertés par un voisin qui avait vu les flammes depuis sa fenêtre. Étienne est arrivé presque en même temps, en robe de chambre, le visage défait, sincèrement bouleversé cette fois. Yvette a couru depuis chez elle, pieds nus dans ses chaussons, en larmes. Debout devant les flammes qui dévoraient à nouveau ce cinéma qu'elle avait vu renaître de semaine en semaine, elle m'a serré si fort dans ses bras que j'ai cru étouffer. Mais c'était bon, cette étreinte, après tant de mois de solitude. Quelque chose, cette nuit-là, s'est retourné dans le regard du village entier. On ne tourne pas le dos de la même façon à une femme et à son chien qui ont failli mourir sous ses yeux, dans les flammes, pour un cinéma qu'on avait laissé brûler une première fois sans jamais poser de questions. Les habitants, sortis de chez eux en pyjama, regardaient les flammes avec une expression que je n'avais pas vue depuis longtemps sur leur visage. De la honte peut-être, mêlée à une colère qui commençait tout juste, timidement, à se réveiller après 30 années de silence. Au petit matin, noire de suie des pieds à la tête, assise sur le trottoir d'en face avec une couverture sur les épaules, et Pagnol pressé contre moi, tremblant encore un peu, j'ai ouvert la boîte métallique que j'avais sauvée des flammes. La bobine à l'intérieur semblait intacte, du moins en apparence, à la lumière grise de l'aube.
Je me suis juré ce matin-là, devant les décombres fumants de ce que j'avais mis des mois à reconstruire pierre après pierre, que je projetterais enfin ce que ma mère avait filmé, coûte que coûte, sans savoir encore si le feu, une seconde fois, n'avait pas déjà tout détruit à l'intérieur de cette bobine. Aimé est descendu de sa bergerie dès qu'il a appris la nouvelle, porté par le bouche à oreille jusqu'aux hauteurs du village, sortant de sa réclusion pour la première fois depuis des années. Il m'a trouvé assise dans les ruines encore fumantes du Rialto, la boîte serrée contre moi comme un enfant, et sans un mot, il s'est assis à mes côtés sur les décombres. Puis il m'a proposé son aide. Il connaissait encore, disait-il d'une voix humble, les gestes anciens du développement, ceux qu'on lui avait appris quand il était jeune homme, avant même de connaître ma mère et son travail à la cabine. Nous avons installé un laboratoire de fortune dans l'arrière-salle épargné par le feu, avec les quelques produits chimiques et le matériel qu'Aimé avait conservé dans sa bergerie pendant toutes ces années, comme des reliques d'un autre temps qu'il n'avait jamais osé jeter. Nous avons travaillé des nuits entières dans l'obscurité rouge d'une petite lampe inactinique, développant patiemment, bain après bain, la bobine sauvée des flammes. Le verdict est tombé, cruel, sans appel possible. La chaleur des deux incendies, celui d'il y a 30 ans et celui de cette nuit récente, avait irrémédiablement brûlé les images les plus importantes, celles qui comptaient vraiment. Les plans qui, selon toute vraisemblance, auraient dû montrer le visage de l'incendiaire étaient devenus vierges, blanchis par la lumière et la chaleur accumulée, comme si le temps lui-même avait voulu effacer la vérité à tout jamais. Je me suis effondré ce soir-là, assise par terre dans l'arrière-salle éclairée par la seule lampe rouge, la bobine morte entre les mains, sans plus de force pour retenir mes larmes. Tout ce combat, ces mois de travail acharné, la nuit du feu et la peur qui me hantait encore, le sacrifice de ma mère 30 ans plus tôt, tout cela pour rien, pour une pellicule vierge et muette? Aimé, à mes côtés, semblait porter le poids de toute une vie de silence et de culpabilité rentrée. Même Étienne, venu prendre des nouvelles ce soir-là avec un panier de provisions, semblait vaciller à son tour, son courage tout neuf déjà menacé par l'ombre écrasante de son père qui, disait-on, s'impatientait. Étienne, ce soir-là, avait apporté avec lui un vieux dossier qu'il n'avait jamais osé montrer à personne. Des coupures de journaux locaux datant de l'époque de l'incendie, où l'on parlait d'un accident tragique, sans jamais mentionner la moindre enquête sérieuse. Il m'a avoué à voix basse que son père avait siégé, cette année-là, au conseil qui avait classé l'affaire en un temps record. Il ne l'avait jamais vraiment questionné là-dessus, disait-il, parce qu'un fils ne questionne pas si facilement son propre père sur un sujet pareil. Mais depuis qu'il m'avait rencontré, cette évidence le rongeait chaque jour un peu plus. « Je commence à avoir peur de savoir qui était vraiment mon père », a-t-il murmuré, la tête entre les mains, ce soir-là, dans l'arrière-salle éclairée à la lampe rouge. Et j'ai encore plus peur de ce que je devrais faire si je le découvre. C'est Aimé qui, après un long silence pesant, a relevé la tête, les yeux soudain plus vifs qu'il ne l'avait hanté depuis le début de la soirée. Il s'est souvenu d'un détail, enfoui depuis 30 ans dans sa mémoire de vieil homme. Rosa était une femme méfiante, prudente de nature, qui ne faisait jamais confiance à un seul exemplaire pour ce qui comptait vraiment à ses yeux. Elle avait pour habitude, disait-il en cherchant ses mots, de doubler ses bobines les plus importantes, de cacher une copie ailleurs dans un autre film, au cas où le pire arriverait un jour. Cette nuit-là même, en fouillant fébrilement l'archive de bobines retrouvée derrière la plaque descellée, j'ai retrouvé le tout dernier film que ma mère avait projeté avant sa mort, d'après les dernières pages de son carnet. Un film régional, à en croire l'étiquette jaunie collée sur la boîte, Les Lucioles du Gardon. Et en le tenant entre mes mains tremblantes, le souffle coupé, j'ai compris, sans même l'avoir encore développé, que ma mère y avait peut-être caché, image après image, ce qu'elle n'avait jamais eu le temps de montrer au grand jour, la nuit où le feu l'avait surprise. Avec une patience que je ne me connaissais pas moi-même, Aimé et moi avons restauré, plan par plan, nuit après nuit, les Lucioles du Gardon. Nous avons travaillé des semaines entières, nettoyant chaque photogramme un à un avec un pinceau fin, réparant les perforations abîmées, ajustant la chimie du développement avec une précision d'horloger que je n'aurais jamais cru possible pour mes mains.
Chaque soir, Aimé m'apprenait un geste nouveau. Comment repérer à la seule lumière d'une loupe les images collées entre elles par l'humidité? Comment séparer, sans les déchirer, deux photogrammes soudés depuis 30 ans? Comment reconnaître dans la texture même de la pellicule les endroits où quelqu'un avait pu, en secret, intercaler d'autres images au montage? Nous avancions centimètre par centimètre, bobines déroulées sur la table lumineuse, comme deux archéologues penchés sur une fresque enfouie. Certains soirs, nous ne progressions que de quelques dizaines de photogrammes, épuisés, les yeux brûlants de fatigue. Mais chaque petit progrès nous rapprochait un peu plus de la vérité que Rosa avait voulu préserver. Et peu à peu, cachés entre les images innocentes d'un vieux film régional consacré aux fêtes de village, les plans manquants sont réapparus, comme surgis d'un autre temps qu'on croyait à jamais disparu. On y voyait, aussi net que si cela s'était passé la veille, un homme plus jeune de 30 ans verser un liquide devant la porte du Rialto, à la nuit tombée, puis craquer une allumette d'un geste sûr, presque tranquille. Gérard Sarlat. C'était bien lui, la nuit où ma mère était morte en essayant de sauver ce qu'elle aimait. Le jour de la grande réouverture du cinéma, tout le village était rassemblé sur la place, comme aux plus belles heures d'autrefois racontées par les anciens. Au milieu du film attendu, celui que tous croyaient être une simple projection de reprise, un film léger pour célébrer la renaissance du lieu, j'ai fait glisser la bobine restaurée dans le projecteur, le cœur battant à tout rompre. Sous les yeux de Gérard Sarlat, venu par curiosité ou par arrogance assister à cette soirée, et sous ceux de son fils Étienne assis non loin, la vérité est apparue sur l'écran, aussi implacable que la lumière elle-même qui la portait jusqu'aux derniers rangs. Un silence de plomb est tombé sur la place. Puis des murmures, des cris étouffés, des mains portées à la bouche. Je voyais, dans la lumière tremblante de l'écran, les visages se tourner un à un vers Gérard Sarlat, assis au premier rang comme il en avait pris l'habitude depuis toujours, sûr de sa place, sûr de son autorité. Pour la première fois depuis que je le connaissais de vue, j'ai vu ce visage vaciller, cette assurance de 40 années se fissurer en quelques secondes, sous les regards de tout un village qui venait de comprendre, en même temps, ce qu'on lui avait caché si longtemps. Yvette, debout à côté de moi, avait porté une main à sa bouche. Théo, près du projecteur, n'osait plus bouger. Même le vieil homme au chapeau, celui qui n'était jamais revenu sur cette place depuis la mort de sa femme, s'était levé de sa chaise comme tout le monde autour de lui, les yeux rivés sur l'écran où défilaient, implacables, les images tournées 30 ans plus tôt par ma mère. Étienne, ce soir-là, s'est levé lentement, le visage livide, et a rompu publiquement avec son père devant tous ceux qui les regardaient. Il a choisi, devant tout le village rassemblé, le camp de la justice, plutôt que celui du sang qu'il avait tenu prisonnier si longtemps. Gérard Sarlat n'a pas crié cette nuit-là, contrairement à ce que j'aurais pu imaginer. Il s'est levé lentement, a boutonné sa veste avec un calme presque effrayant, et il est parti sans un mot, seul, sous les regards silencieux de tout un village qui, pour la première fois de sa vie, ne baissait plus les yeux devant lui. Il a été arrêté quelques jours plus tard, discrètement, comme s'était toujours passé sa vie, mais cette fois sans échappatoire possible, la gendarmerie ayant rouvert le dossier de l'incendie sur la base des images retrouvées. Le village de Fontagnac a retrouvé ce soir-là, sur cette place et devant cet écran, sa mémoire et son honneur perdus depuis trop longtemps. Le Rialto a renoué pour de bon cette fois, avec la vie qu'il avait connue autrefois. Cinéma vivant le soir, atelier de restauration de pellicules le jour, il est devenu une vraie activité, un vrai revenu modeste mais régulier, une raison pour ce village fatigué de continuer à espérer et à croire en son avenir. Des cinémathèques régionales, puis d'autres plus loin encore, ont commencé à nous confier leurs bobines abîmées, leurs archives oubliées dans des caves humides, et Théo, formé à mes côtés pendant des mois, est devenu un véritable technicien, capable désormais de tenir l'atelier seul quand je manquais de bras. Aimé venait chaque matin, non plus en ermite mais en collègue, retrouvant dans ses vieux gestes une raison de se lever qu'il avait perdue depuis 30 ans. Et sur cet écran que ma mère avait connu et aimé, j'ai fait défiler, un soir de clôture tranquille, les toutes dernières images qu'elle avait tournées de son vivant, devant Yvette, Théo, Aimé et Étienne réunis. J'avais retrouvé un foyer, enfin.
Un métier qui me ressemblait, celui de mes propres mains. Une famille de cœur faite d'Aimé le mentor silencieux, d'Yvette la première alliée, de Théo qui portait l'avenir, et de Pagnol couché au premier rang comme il l'était ce soir-là, comme s'il avait toujours su depuis le premier jour sur ce trottoir gris que c'était là que nous devions arriver tous les deux. Je n'étais plus la fille de personne, celle qu'on abandonne sur un trottoir avec une valise. J'étais la fille de Rosa. Et cela, désormais, personne, plus jamais, ne pourrait me le prendre. Si je vous raconte tout cela aujourd'hui, ce n'est pas pour me vanter d'avoir eu raison, ni pour dire que tout s'est arrangé comme par miracle. Ce n'était pas un miracle. C'était du travail, des nuits sans sommeil, des mois où j'ai cru que j'avais tout perdu une seconde fois. Mais je crois, avec le recul de toutes ces années, qu'il y a toujours, quelque part, un endroit qui nous attend, même quand on ne le sait pas encore, même quand on croit n'avoir plus rien. Il suffit parfois d'un chien qui refuse d'avancer, d'une odeur qui remonte de l'enfance, ou d'un panneau à moitié effacé sur le bord d'une route, pour que la vie nous montre, enfin, le chemin du retour vers nous-mêmes. Le Rialto tourne encore ce soir, pendant que je vous parle. Et quelque part sur cette place, j'aime à croire qu'un peu de ma mère continue, elle aussi, d'y veiller,